Merci à tous d'être présents, merci à la presse, merci au public. Donc bonne rentrée puisque c'est le conseil municipal de rentrée après les vacances. Et j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. Tu peux te mettre là, enlève-la la chaise, enlève-la. Donc je demande à Christiane David de bien vouloir faire l'appel. Je te remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, oui, je range un peu les pouvoirs parce qu'il y en a beaucoup. Donc, je les cherche pas. Yves Baillon de Noyer. Marie-Hélène Billel donne pouvoir à Hélène Mérigot. Par contre, j'ai pas de stylo. Oui, mais j'ai pas de stylo. Merci. Ok. Laurent Bresson. Présent. Hélène Mérigot. Présent. Stéphane Mathieu. Présent. Eliane Gomez. Présent. Christian Royer est représenté par Jacques Nicolas. Christiane David Mathieu présente. Patrick Gay. Présent. Olivier Louis. Présent. Jean-François Leclerc. Présent. Roland Tavernari. Présent. Françoise Fortuné, représentée par Florence Lecomte. Présent. Jacques Nicolas. Voilà. Thierry Blanès. Patrick Villon, représenté par Laurent Bresson. Chantal Vedel. Florence Lecomte. Lionel Gomez. Florence Andrzejewski. Elisabeth Pereira, représentée par Thierry Blanès. Laurent Rémy. Sylvie Bourdelin. Estelle Géner. Marine Bouillin, représentée par Stéphane Mathieu. Bruno Ripoll. Il va arriver. Je sais pas. Il arrive. Donc, bon, Véronique Agoguet-Fernaillon. Neza El Amlili. Et Pierre Claire, qui n'est pas là. Donc Bruno Ripoll, présent. Voilà. Très bien, merci pour cet appel. Nous démarrons donc notre conseil. Nous avons 17 délibérations aujourd'hui. Premier traite de compte-rendu de la séance du conseil municipal précédent qui avait lieu le 26 juin dernier. Avez-vous des commentaires ? Donc pas de commentaires, je soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 3 abstentions. Donc adopté à la majorité. Je vous remercie. Communication des décisions du maire. Elles sont nombreuses puisque nous avons 2 mois et un peu plus écoulés depuis le dernier conseil. Donc c'est 28 décisions du maire. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Il y a des questions? Courage, allez-y. Comment? Allez-y, je vous en prie. Déjà, je voulais juste vous indiquer, hier... Fermez l'autre micro, parce que voilà, sinon ça se percute. Oui. Merci. En préambule, je voulais juste vous indiquer qu'hier, on était en salle de Rouge-Garance, là, sur l'espace des Moulins, et on a entendu quelque chose de tomber sur la toiture, quelque chose de très violent. On a couru à l'extérieur, on s'est précipité dehors parce qu'on croyait que le bâtiment s'écroulait. Donc, je ne sais pas, je voulais le signaler à l'eau, monsieur le maire, mais bon, puisque tout le monde est là, voilà. Hier, on était en réunion à la salle des Moulins. Hier soir. Oui, hier soir, et il y a quelque chose qui nous est tombé sur la tête, voilà. Donc, je ne sais pas si... Bon, si vous voulez, sur le principe, il vaut mieux communiquer immédiatement, et dès le lendemain matin. Oui, évidemment. Non, mais parce que, bon, c'est dangereux ou pas, j'en sais rien, si vous voulez. Hein, bon. Est-ce que, en plus, si c'est un ovni, il faut peut-être qu'on prévienne la préfecture, voilà, donc... non, mais plaisanterie mise à part, il vaut mieux, quand on a ce type de constat, qu'on soit d'ailleurs élu ou pas élu, mais si élu a fortiori, on est responsable, on appelle immédiatement, ou dès le lendemain, en laissant un message, attention, voilà. Alors, on prend l'information, Jacques Nicolas ira s'assurer de ce qui s'est passé, voilà. D'accord. J'ai des questions quand même. Hein. Je vous en prie. J'ai des questions.
Oui, ça concerne le marché de services. Alors, la décision 2018-060, le contrat de maintenance de l'ascenseur situé dans le bâtiment abritant les bureaux annexes de la mairie, la gratuité, elle court à partir de quand? C'est le contrat de maintenance. C'est une précision, c'est tout. Parce que là, on a le tarif annuel, mais on ne sait pas la date de prise d'effet et à partir de quand la gratuité commence. La date de prise d'effet, Oui. c'est le mois de juin, Donc, vous savez qu'on paye pour 3 mois, c'est ça? le 21 juin, donc 3 mois qui sont gratuits et après on Et paye. 3 mois payants, Voilà. donc Voilà. au prorata des 1000 et quelques, c'est Voilà. ça? Je voulais savoir. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait les échafaudages sur... ça concerne la décision 2018-068. Je voulais savoir jusqu'à quand il y aurait les échafaudages sur la passerelle qui est en réfection. Oui, quelle est la question? Oui, jusqu'à quand il y aura l'échafaudage sur la passerelle? Alors, la durée des travaux initialement prévus est de 6 semaines. Il se trouve qu'en découvrant la passerelle, on a identifié qu'il y avait des longerons qui étaient abîmés par de la corrosion, de l'urine de chien d'une part, et puis peut-être du sel qui a été mis pour lutter contre la neige. Et donc, il y a des longerons qui devront être changés et on craint que ça puisse prolonger un petit peu cette fermeture. Voilà. Mais il était temps de faire cette réflexion. Une dernière question concernant la vidéosurveillance. Vous avez des statistiques qui ont permis de valider l'installation de nouvelles... qui ont prouvé l'efficacité de la vidéoprotection et qui vous permettent de continuer l'opération? Vous avez fait un bilan? Bon, Laurent Bresson peut s'exprimer sur ce sujet-là, mais bien évidemment... Donc on n'a pas forcément besoin de statistiques pour pouvoir poursuivre le programme qui était déjà déclaré en préfecture. Donc on a simplement complété les programmes initiaux qui étaient prévus, voilà, avec des déclarations qui vont au fil des installations. Voilà. Le premier point, première délibération, traite d'une modification budgétaire. Donc Patrick Guay a la parole. Merci. Si on peut lui passer le micro. Oui, tu peux tirer un peu, Lionel et Estelle. Estelle, tu fais pousser ton micro. Merci. Car c'est un jeu de chaises musicales. Voilà. Merci. Merci. Donc, il s'agit de la délibération modificative numéro 2. Le Conseil municipal a adopté le 30 janvier 2018 le budget primitif principal. Suite à l'adoption des taux sur les taxes directes locales, communales et à la notification des bases, une première décision modificative a été adoptée début mai, afin de modifier le produit fiscal attendu. Puis, dans sa séance du 29 mai, le Conseil municipal a adopté le budget supplémentaire 2018, reprenant les résultats de 2017 et les restes à réaliser. Or, aujourd'hui, au vu de l'avancée des différents projets, il s'avère nécessaire d'apporter quelques modifications au budget principal. Ces modifications touchent à la fois la section de fonctionnement et la section d'investissement. Alors, dans la section de fonctionnement, la modification ne porte que sur les dépenses. Il est nécessaire d'inscrire des dépenses de fonctionnement supplémentaires. Elles sont au nombre de 2. Il s'agit de la location de classes modulaires pour la réhabilitation de l'école des jardins, pour un montant de 44 500 €. Alors cette inscription dans la section de fonctionnement, ces dépenses avaient été prévues, elles avaient été prévues en investissement, mais après discussion avec la trésorerie, ce type de dépenses ne peut être considéré comme de l'investissement, donc nous les repassons en fonctionnement. Enfin, la deuxième dépense, c'est 9 200 € d'admission en non-valeur. C'est des créances qui n'ont pas pu être recouvrées et qui sont considérées comme éteintes ou annulées. Et donc, nous en parlerons dans la prochaine délibération. Le total de ces dépenses, donc location de classe modulaire et admission en non-valeur, s'élève à 53 700 €. Elles seront financées par une diminution du virement à la section d'investissement. Voilà. Alors, maintenant, les dépenses qui touchent la section investissement, modification des dépenses d'investissement, il est nécessaire d'inscrire les dépenses supplémentaires suivantes. Alors, il y a toute une liste
concernant la voirie, concernant le chemin des Mourguettes, concernant l'étude de la médiathèque, la vidéoprotection. La commune souhaite acquérir aussi un terrain à proximité du centre-ville afin d'y aménager un nouveau parking. C'est la grosse dépense. Cet aménagement permettra d'améliorer les conditions de stationnement à proximité du pôle de service, école, mairie, maison de retraite. Les crédits nécessaires sont de 277 300 €. 70 000 € sont inscrits aussi pour améliorer les conditions de travail au centre technique municipal et à la police municipale. Le revêtement des abords de ces deux bâtiments a été décidé. Enfin, le chantier de restauration des remparts par l'Union à part CME avait été inscrit en partie au budget. Or, le conseil départemental versera sa subvention à la commune et non à l'association. Donc la commune prend en charge la part de chantier correspondant à ce financement, soit 9 000 € et qui seront inscrites à l'article « Autres constructions ». D'autre part, certaines opérations, alors là c'est en diminution, s'avèrent moins coûteuses que prévu. Il y a donc lieu de diminuer les inscriptions budgétaires suivantes. La toiture du CTM, moins 60 000 €, et la réhabilitation de l'école des jardins, moins 200 000 €. Le total des modifications, donc dépenses d'investissement supplémentaires, moins économies réalisées, se traduit tout de même par une augmentation de 239 500 €. Alors, comment est financée cette augmentation des dépenses d'investissement? Elle est financée par une augmentation du recours à l'emprunt de 293 200, puisque s'ajoute à cette augmentation des dépenses d'investissement le virement à la section d'investissement de la section de fonctionnement qui est diminué de 53 700 €. Donc 239 500 plus 53 700 font 293 200 €. L'ensemble de ces mouvements sont repris dans les tableaux présentés dans la délibération ci-après, et je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Patrick. Y a-t-il des questions? Donc, oui, une question, Madame Agoguet, je vous en prie. Alors j'ai deux questions. Ça concerne le nouveau parking pour un montant de 77 300 €. Je voulais savoir où était située cette parcelle. Et d'autre part, concernant les 200 000 € en moins sur les marchés de réhabilitation de l'école des jardins, je voulais savoir quel poste était impacté. Alors, le premier concernant le terrain, donc comme il est précisé, il est situé à proximité du pôle école, mairie et maison de retraite. Donc l'accès se fait par la route d'Avignon, sur la droite, voilà. Donc il faudra aller voir sur place pour vous le montrer, mais donc il est je dirais en prolongation des propriétés de la famille Courtet, voilà. Et en ce qui concerne la réhabilitation de l'école des jardins, c'est suite à l'appel d'offres sur l'ensemble des lots, on a été amené à réaliser des baisses, je dirais, par rapport aux résultats de l'appel d'offres, ce qui cumulativement donne une diminution de 200 000 €, ce qui est satisfaisant. Donc tous les postes sont impactés, il n'y a pas un poste tous, particulier? non, il y en a peut-être où c'est un peu en hausse, d'autres en baisse, je ne l'ai pas là si vous voulez, mais c'est l'ensemble des lots qui donne un résultat meilleur que l'estimation qui avait été réalisée, ce qui est tout à fait satisfaisant. Je tiens à préciser d'ailleurs qu'un certain nombre de taurois, dont les enseignants, avaient fait le pari qu'on ne ferait pas l'ouverture de l'école maternelle au 2 septembre. Et à tel point que des enseignants avaient même emmené leurs affaires à leur domicile pour pouvoir les emmener au plan B qui était le Bourdis, puisque si jamais on avait eu une impossibilité de finaliser les travaux, nous avions un plan B pour que l'école puisse fonctionner, qui était donc le Bourdis. Et il a fallu qu'elles ramènent leurs affaires à l'école élémentaire des Jardins, car l'ouverture a eu lieu dans des conditions tout à fait conformes et satisfaisantes. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Pour autant, il y a quand même eu l'allocation de classes modulaires. Non, mais ça, c'était prévu, ça. C'était prévu, et comme l'a très bien expliqué Patrick Gay, c'était prévu dans le budget d'investissement. Et après, en discussion avec la trésorerie, ils ont souhaité que cette somme ne soit pas mise dans le budget d'investissement, mais dans le budget de fonctionnement. Voilà, donc c'est très bien. Donc je soumets à votre délibération la modification de crédit du budget principal de l'exercice 2018, comme ceci a été indiqué et
expliqué par Patrick. Y a-t-il des oppositions? Donc 3 oppositions, des abstentions, donc adopté à la majorité. Je vous remercie. Après, nous avons 2 délibérations qui sont de la même facture, à savoir des admissions en non-valeur de créances dites éteintes ou de créances irrecouvrables, dont certaines sont très anciennes et qu'il faut bien passer en non-valeur. Patrick, tu as la parole. Merci. Merci. Donc, les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par une collectivité, mais dont le recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public en charge de recouvrement. Elles doivent être distinguées de la réduction ou de l'annulation d'un titre de recette ou la remise gracieuse ou remise de dette. Donc, nous avons ici un tableau qui présente le caractère irrécouvrable d'un certain nombre de créances, qui sont toutes du même montant d'ailleurs, de 426,86 €. Il s'agit du loyer que la mairie faisait payer à une entreprise qui a été mise en règlement et en liquidation judiciaire, qui n'a donc pas pu payer. Donc la trésorerie nous demande de mettre ces créances en non-valeur, même si un jour peut-être elles seront récupérées, mais pour l'instant elles sont en non-valeur puisque l'entreprise n'existe plus. Donc il y a très peu de chances de les récupérer, mais enfin elles sont mises en non-valeur. Et le montant se monte à 11 152,44 et 290 pour un autre État. Je vous prie donc de bien vouloir en délibérer. Merci Patrick. Y a-t-il des questions sur ces non-valeurs? Non. Donc je vous demande d'admettre les non-valeurs, les titres des recettes récapitulés dans les états qui vous ont été joints pour une somme de 11 152 € dans un premier titre et un second pour 290,11 €. Ceci ayant été transmis à la trésorerie principale, dit que les crédits sont inscrits au budget, c'est ce que nous venons de faire, et d'autoriser le maire à signer les pièces adjointes. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc adoptées à l'unanimité? La délibération suivante, Patrick. Donc la délibération suivante concerne le budget supplémentaire du service de l'assainissement. Il s'agit de mettre en non-valeur des créances qui n'ont pas pu être recouvrées également, soit parce que les personnes ont disparu, soit parce qu'elles sont décédées, soit parce que les poursuites ont été sans effet, soit parce que les personnes ont disparu. Donc voilà. Donc là, vous connaissez tous le montant de la redevance annuelle qui est de 30 €. Donc le tableau, il y a une seule ligne qui est à 38,35 €, je ne sais pas pourquoi. Le montant se monte à 698,35 €. Et la trésorerie nous demande de les mettre en non-valeur. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je vous demande d'admettre en non-valeur les titres de recettes qui ont été récapitulés pour un montant de 698,35 € et dit que ces crédits sont inscrits au budget. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci. La délibération suivante, qui est également financière, traite d'une modification de notre garantie d'emprunt à Mistral Habitat, qui a modifié lui-même son emprunt principal. Patrick. Oui, dans sa séance du 22 décembre 2005, la commune a accordé sa garantie à 100% à Mistral Habitat pour contracter un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la réhabilitation du bâtiment Les Estourans 1. Les caractéristiques du prêt étaient les suivantes: montant 479 394 €, durée 15 ans, échéance annuelle, taux d'intérêt annuel actuariel de 70%. Par courrier en date du 27 août 2018, reçu le 3 septembre, donc tout récemment, Mistral Habitat nous informait qu'afin de s'adapter aux nouvelles contraintes concernant la mise en place de la réduction du loyer solidarité, Mistral Habitat a opté pour une stratégie financière qui consiste en un réaménagement de sa dette. Et l'emprunt garanti en 2005 par la commune est concerné par ce réaménagement. Alors, ce réaménagement consiste en un allongement de 5 ans de la ligne de prêt et une adaptation des taux. Les nouvelles caractéristiques du prêt sont les suivantes: montant résiduel 150 270,48 € et sa durée est portée à 9 ans. Il y a 4 ans de durée résiduelle et on rajoute 5 ans, donc ça fait 9 ans. Les échéances sont trimestrielles, le taux d'intérêt actuariel annuel est différent de 2,70%
tel qu'il était initialement, puisque le taux d'intérêt est porté à celui du taux actuariel du livret A, plus une marge de 0,65%. Et pour les 5 ans supplémentaires, le taux actuariel est le livret A, plus 0,60%. Voilà, je vous propose de donner une réponse favorable à Mistral Habitat, de garantir à 100% la ligne de prêt ainsi réaménagée. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, Madame Lély. bonsoir à tous et à toutes. Du coup, j'ai pas trop saisi la délib parce que du coup, il y a noté taux annuel de progressivité, mais du coup, ça veut dire que le taux d'intérêt augmente ou progresse de 0,5? Il est marqué à 0%. Hein, Non, dans la première. Les caractéristiques du prêt étaient les suivantes, Ah, durée le- 15 ans. du prêt d'origine. D'accord. Oui, ok. oui, c'est le prêt d'origine, mais celui-ci, Ok. il a été renégocié avec une progressivité à 0. Et actuellement, le taux, il est de combien alors? Le quoi? Le taux. Ah, si vous savez, nous ne le savons pas. D'accord. On a donné notre garantie, mais on ne connaît pas, si vous voulez, la vie du contrat. Hein, D'accord. donc, on a donné notre garantie sur le montant principal. Et, voilà. Bon, en revanche, comme ils ont fait une modification, il faut bien que nous, le garant, nous soyons informés et qu'on fasse valider qu'on redonne notre garantie en remplacement de l'autre. Mais du coup, vous voulez donner votre garantie sans connaître le nouveau taux. Il n'y a pas nécessairement besoin de connaître Si, l'ensemble des si, éléments si. du contrat pour pouvoir... C'est le taux du livret A qui est aujourd'hui à 0,75, plus une marge pour la banque de 0,65. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Et pour les 5 ans supplémentaires, le taux et la marge est à 0,60 et non pas 0,65. D'accord, ok. Et la Merci. base du livret A est toujours à 0,75. D'accord, ok, merci. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres questions? Non. Donc, je vous propose d'en délibérer avec donc un texte. Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de la ligne de prêt réaménagée initialement contractée par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à l'article 2. La garantie est accordée à hauteur de la quotité indiquée à l'annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues, principales, majorées des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris les commissions, pénalités, indemnités pouvant être dues, notamment en cas de remboursement anticipé ou les intérêts moratoires qu'ils auraient encourus au titre du prêt réaménagé. Article 2. Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne de prêt réaménagée sont indiquées à l'annexe caractéristiques financières de la ligne de prêt réaménagée, qui fait partie intégrante de la présente délibération. Concernant la ligne de prêt réaménagée à taux révisable indexée sur le taux du livret A, le taux du livret A effectivement appliqué à la ligne de prêt réaménagée sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement. Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues. Et on rappelle que le taux du livret est à 0,75, comme je l'ai dit. L'article 3, la garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le garant s'engage à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Et l'article 4, le Conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour en couvrir les charges, ce que nous ne souhaitons pas, bien évidemment. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Merci. Donc la délibération suivante traite de la répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques du tort vis-à-vis des élèves que nous accueillons de Caumont. Donc le montant de la participation est normalement fixé par accord entre les communes et cet accord est formalisé par une convention. Donc la commune du Thor accueille chaque année dans ses écoles publiques et maternelles et élémentaires des élèves des communes voisines dont elle supporte le coût. Et donc nous avons décidé, vous avez la mémoire de ça, le 13 décembre dernier, que le montant de la participation était fixé à 1 720 € pour un élève de maternelle, annuel bien sûr, et 940 € annuels pour un élève d'élémentaire.
Donc, dans la séance du 30 mars 2010, le Conseil a adopté une convention type à proposer aux communes concernées. Et suite aux discussions avec la commune de Caumont, il a été décidé d'adapter cette convention à son cas spécifique. La présente délibération a donc pour objet le renouvellement de cette convention pour les 3 années qui viennent, 2018, 19, 19, 20 et 20, 21. Et donc, on vous propose en annexe la convention, donc qui est la même que celle qui avait été passée à l'époque et pour laquelle Caumont nous a payé. Donc, y a-t-il des questions ? Donc, je vous propose d'en délibérer et d'adopter la convention annexée entre les communes de Caumont-sur-Durance et du Thor relative à la scolarisation des enfants scolarisés hors de leur commune de résidence pour les 3 années à venir. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci bien. La délibération suivante que je commente, c'est un accord du Conseil qui est sollicité pour la protection fonctionnelle donnée à une conseillère municipale qui a été victime d'outrage et de mise en danger d'autrui. Donc, l'intéressée, qui est Madame Estelle Schneider, ne participera donc pas au vote. Donc, je rappelle que le 28 octobre 2017, un défilé d'enfants a été organisé à l'occasion de la fête d'Halloween dans les rues du centre-ville et que le Conseil avait pris un arrêté réglementant le stationnement et la circulation. Madame Estelle Schneider participait donc à l'encadrement de ce défilé lorsqu'un véhicule est arrivé à vive allure et monté sur le trottoir et a tenté de forcer le passage alors qu'une voiture était stationnée pour faire barrage à la circulation. Madame Schneider s'est alors imposée afin de contraindre le conducteur à s'arrêter. Elle a été victime d'une mise en danger de sa personne, d'insultes et de menaces, avec des témoins bien sûr. À ce titre, le 8 novembre, elle a déposé plainte pour mise en danger d'autrui et outrage. L'affaire est appelée devant le tribunal correctionnel du 27 septembre prochain et Madame Schneider est invitée à y être entendue en qualité de victime. À cette occasion, elle sollicite la protection fonctionnelle de la commune, à savoir le recours à un avocat. Donc, il est précisé dans le Code des collectivités territoriales que le maire ou les élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. La commune est tenue de protéger les élus municipaux contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Donc, nous proposons de faire droit à cette demande et d'accorder la protection fonctionnelle à Madame Schneider. Je précise, pour la petite histoire, que l'avocat qui va intervenir nous a offert ses honoraires, car il a trouvé que c'était scandaleux la façon dont ça s'était passé, et donc il n'a pas voulu facturer à la commune, ce qui est très très bien. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Pas de questions, simplement les membres de l'opposition veulent donner leur solidarité à Madame Schneider et bien entendu approuvant cette délibération. Voilà. Très bien. Donc nous vous remercions. Donc je vous propose d'accorder la protection fonctionnelle à Madame Schneider, conseillère municipale, de se constituer partie civile au nom de la commune, de s'engager à assurer sa défense dans cette affaire par tous les moyens qui pourraient s'avérer nécessaires, et dit que les frais d'avocat et de procédure relatifs à ce dossier seront pris en charge par la ville au titre de la protection fonctionnelle. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Alors, donc, une non-participation au vote, hein, vous notez bien, c'est là. Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. La délibération suivante, qu'aurait dû lire M. Royer, mais il n'est pas venu, c'est l'aliénation d'un chemin rural, lieu dit les Crémades. Alors, je ne sais pas si sur l'informatique, on va présenter le plan pour que le public le voit. Je vous recommande de regarder le plan immédiatement. Voilà. Donc, le chemin qui est en jaune clair est un chemin communal aujourd'hui. Donc, on y a accès par le chemin bleu, qui est un chemin communal, et le chemin jaune est un chemin communal. Il se trouve que l'ensemble des parcelles qui sont situées à droite et à gauche de ce chemin sont cultivées par le même agriculteur.
Elles sont propriété d'un taurois et elles sont cultivées par un agriculteur. Et bien évidemment, ce chemin communal n'ayant pas été utilisé, entretenu, maintenu, l'agriculteur trouve beaucoup plus pratique de supprimer ce chemin communal et de nous proposer, en échange, de nous donner le chemin communal qui est en haut, qui est en marron foncé, marron plus foncé. Il se trouve que dans le même temps, le propriétaire de la petite maison qui est en violet, là, sur la gauche, enfin sur mon écran, vous, je ne sais pas, bon. Oui, c'est pareil. Nous a sollicité de façon à pouvoir acquérir le chemin bleu pour accès, je dirais, à son domicile, lui faciliter l'accès à son domicile. Et il se trouve qu'à partir du moment où on accepterait de faire l'échange du chemin rural du milieu des terres pour aller de l'autre côté, nous n'avons plus aucune raison, nous, communes, d'avoir le chemin bleu en accès, parce que ça nous amènerait dans le champ, et bon, jusqu'à présent, on ne veut pas aller dans le champ. Et donc, nous avons fait des démarches et nous avons abouti à un accord entre le propriétaire de la maison qui est marqué en violet et le propriétaire du terrain pour faire ces modifications de chemin. Mais c'est une procédure qui est plus longue qu'il n'y paraît. Ce n'est pas un simple accord. Il faut d'une part une décision du conseil municipal, et c'est la raison pour laquelle vous êtes sollicité aujourd'hui, donc de lancer la procédure. Ensuite, il faut établir par les services communaux un dossier d'enquête publique qui comprenne notamment le projet d'aliénation, constituer des plans, une note explicative, ainsi qu'un document d'arpentage, la liste des propriétaires des parcelles riveraines au droit des aliénations. Il faut désigner, et c'est le maire qui le réalise, par arrêté, un commissaire enquêteur choisi sur une liste d'aptitudes établie par une commission présidée par le président du tribunal administratif et l'ouverture de l'enquête pour une durée de 15 jours au minimum. Enfin, il faut mettre en place des mesures de publicité de cette enquête, de façon à ce que les taurois puissent intervenir, s'ils le souhaitent, 15 jours minimum avant son ouverture, réaliser le déroulement de l'enquête publique avec réception du public en mairie, afin de consigner les observations, clôturer l'enquête, et le commissaire enquêteur dispose d'un délai d'1 mois pour rendre son rapport à la commune. Ensuite, décision, ou lecture de ces documents, décision du conseil municipal sur l'aliénation ou sa renonciation au vu des conclusions de ce rapport. Mise en demeure des propriétaires riverains d'acquérir la partie du terrain qui vient d'être aliénée, et enfin rédaction de l'acte de transfert par un notaire ou en procédure administrative. Donc il y a un dossier qui est un peu long pour un bout de chemin rural et sur un accord qui a été passé avec les propriétaires qui sont concernés, mais c'est la loi et donc nous la respecterons. Donc aujourd'hui, vous êtes consultés pour donner un accord pour lancer la procédure que je vous ai décrit. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguier. Oui, au bout du chemin, là, jaune clair, qui n'existe plus donc, hein, mais quand on regarde sur Google Earth, il y a une espèce de tache blanche. Je voulais savoir si vous étiez allé voir ce qui se passait au fond. C'était pas un dépôt sauvage ou quelque chose comme ça? Non, là il y a la Sorgue, si vous voulez. Ce chemin, il donne accès à la Sorgue. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons voulu le maintenir, cet accès, de façon à pouvoir accéder, si vous voulez, sur les bords de Sorgue. Alors, bon, non, mais je pense qu'il faut y aller, voir sur place. Hein. Moi, j'y suis allé au moment où les discussions ont eu lieu avec les voisins. Il n'y avait rien de particulier, voilà. Mais bon. D'accord ? Donc, je soumets à votre délibération le fait de lancer, je dirais, la procédure, de constater donc la désaffection du tronçon de ce chemin rural, lancer la procédure de cession des chemins ruraux, charger le maire d'organiser l'enquête publique et d'autoriser le maire ou l'adjoint à signer les documents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons une délibération qui traite des dénominations des rues du hameau des Vinières. Alors, pour l'histoire, le hameau des Vinières était, qui concerne la commune du Thor, était desservi par la Poste, les services de la Poste, par la Poste du Thor. Et puis, au fil du temps,
les postiers ont manifesté le fait qu'il y avait des risques importants de traverser la départementale avant que ne soit créé le rond-point, et au point où ils ont mis en demeure la Poste de trouver d'autres solutions. Et à cette époque, donc, la Poste a trouvé la solution de faire distribuer le courrier par la Poste de Cavaillon. Donc la distribution a bien eu lieu, mais ce qui représente quand même un certain nombre d'inconvénients, parce que les gens, les habitants habitent bien sur la commune du Thor, ils paient leurs impôts au Thor, ils avaient des sièges sociaux sur la commune du Thor, etc. Et donc, chaque année, j'étais amené, enfin moi et les prédécesseurs, à intervenir auprès des impôts pour leur demander de rectifier, que ce n'était pas la commune de Cavaillon qui était compétente, mais la commune du Thor. Voilà. Et lorsque le rond-point a été mis en œuvre et donc a résolu le problème du risque pour les facteurs, j'ai sollicité dès l'année 2015 la Poste pour faire une modification et revenir à ce qui était. Voilà. Et la Poste m'a répondu il y a 3 mois. Entre 2015 et 2018, ça a pris un certain temps. Voilà, c'est comme ça. Bon. Néanmoins, ils l'ont admis et ils ont accepté de faire, je dirais, cette modification. Mais ça a nécessité que les rues, puisque le temps a passé, que les rues soient bien spécifiées. Donc, puisque la commune de Cavaillon avait nommé des rues entre-temps, sans nous consulter, elle les avait nommées pour sa partie. Voilà, bon, par exemple, rue de la Forge, si on continue, c'est toujours rue de la Forge. Alors, on s'est posé la question si on devait les renommer différemment, mais ça aurait entraîné trop de difficultés. Donc nous avons accepté que les rues qui sont concernées vont garder le nom de la rue qu'elles ont lorsqu'elles sont sur la commune de Cavaillon. Donc voilà, donc, la rue de la Forge débute en limite du carrefour giratoire de la route départementale 900. Elle se termine à la fin de la voie actuelle contre la RD 900. La rue des Vignes débute à son intersection avec la rue de la Forge et elle se termine à la voie actuelle contre la R 900. Donc il est nécessaire, pour que cette décision soit en application et que les rues aient bien ce nom, que votre conseil municipal se prononce favorablement. Je précise que nous avons pris la précaution, c'est Patrick Villon qui est absent aujourd'hui mais qui s'en est occupé, de rencontrer les habitants concernés, les entreprises concernées, pour qu'ils soient bien informés. La Poste fait aussi ce qu'il faut en communication, accepte les changements d'adresse gratuits pendant un minimum de 6 mois. Voilà. Le cœur de cette délibération, y a-t-il des questions ? Donc je vous propose en délibéré de nommer la voie mitoyenne du hameau des Vinières en conformité avec les noms donnés par la commune de Cavaillon. Sur la commune du Thor, la rue de la Forge débute en limite du carrefour giratoire, comme je vous l'ai dit, et la rue des Vignes débute à son intersection avec la rue de la Forge. Chargez le maire de transmettre un exemplaire de la délibération aux services concernés, y compris les cartes IGN. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc merci. On est dans le même registre, il s'agit de dénommer les voies de la future zone d'activité Saint-Joseph, dont les travaux ont commencé. Et donc, nous avons lancé une réflexion en interne, un petit concours, enfin, voilà, un brainstorming. Bon, il se trouve que la zone Saint-Joseph est construite sur ce qui a été autrefois une agriculture prospère, notamment en matière de raisins de table. Et donc, il a paru intéressant pour bien ancrer notre zone dans l'histoire de la commune, de trouver des noms de raisins qui faisaient, je dirais, le succès à l'époque de la production du raisin de table. Et c'est ainsi qu'il a été proposé donc de désigner Allée de l'Admirable, qui est un raisin qu'on ne trouve plus malheureusement car il est exempt de risque de mildiou, mais voilà, c'est comme ça, il a disparu et il était vraiment admirable. Entre le carrefour et le secteur destiné à l'artisanat, donc vous avez un plan. L'allée du Servant, qui est l'axe central entre le carrefour et la voie traversant la zone en direction du nord. C'est pas l'allée de Monsieur Servant, c'est l'allée du Servant. L'allée du Gros Vert, qui est située entre l'axe carrefour et la partie la plus à l'est de la zone. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le plan, mais vous l'avez, je pense, en annexe.
et l'allée de l'Alphonse-la-Vallée, qui est un raisin encore consommé aujourd'hui, traversant la zone dans sa partie nord entre l'allée du Gros Vert et le secteur destiné à l'artisanat. Voilà ce qui est soumis à notre conseil municipal. Si vous délibérez positivement, ceci va être transmis à l'intercommunalité qui aura mission de baptiser les rues, de poser les panneaux dès que les rues seront terminées. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Bon. Donc je vous propose d'en délibérer, et sans reprendre toute la lecture, de dénommer les rues de la future zone d'activité Saint-Joseph, comme je l'ai indiqué, de dénommer la voie sans nom située en zone artisanale de la Cigalière, comme indiqué, allée de la Brise, axe entre l'avenue de la Cigalière et l'allée du Gros Vert. Celle-là, on ne l'avait pas mis dans le corps du sujet. Et bien évidemment, de transmettre toutes ces informations à l'INSEE, au cadastre et à l'IGN. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci pour le raisin, nos raisins anciens. Jacques Nicolas, la délibération suivante, qui est une autorisation donnée au maire pour une demande de permis de construire sur l'accueil collectif du Bourdis. Donc merci. La loi impose aux propriétaires d'établissements recevant du public de mettre aux normes d'accessibilité de leur bâtiment. La commune a donc adopté un calendrier pour cette mise en conformité. Afin de garantir l'accessibilité du Bourdis, sans diminuer la surface et le nombre de salles d'activité, ni réduire la capacité d'accueil en nombre d'enfants, il est nécessaire de procéder à l'extension du bâtiment. Par ailleurs, le service de la PMI a émis quelques remarques concernant le nombre et l'emplacement des sanitaires qu'il convient de revoir. Donc, les travaux envisagés consisteront en la construction d'un bureau d'accueil avec visibilité directe sur le portail d'accès d'environ 23 mètres carrés dans la continuité du bureau existant. L'accueil actuel deviendra le bureau du directeur à part entière, d'une nouvelle salle d'activité avec rangement d'environ 50 mètres carrés qui sera utilisée en salle de sieste, de nouveaux sanitaires, d'une lingerie avec des rangements, d'un préau et des auvents d'environ 50 mètres carrés. Un cheminement piétonnier couvert sera aménagé depuis le portail. Les sanitaires est et centraux seront réaménagés. La nouvelle salle pourra être également utilisée en bureau de vote et profiter en fonction des disponibilités aux associations. Ces travaux nécessitent le dépôt d'une demande de permis de construire incluant une autorisation de travaux pour l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer et à déposer ces demandes. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, pas de questions. Donc, Oui, Madame Amlili, je vous en prie. Il n'y a pas de montant sur la délib. Ça n'a pas été budgétisé, du coup. C'est une autorisation de dépôt de permis de construire. Ah oui, c'est juste un peu. Okay. Voilà. Okay. Donc, je vous remercie. Je vous demande d'approuver cette délibération et d'autoriser le maire à signer et à déposer une demande de permis de construire, incluant une demande d'autorisation de travaux pour l'aménagement d'un établissement recevant du public, donc le centre du Bourdis. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. La délibération suivante traite des aspects ressources humaines et de l'organisation de la rémunération des agents. Donc il s'agit de mettre en œuvre le régime indemnitaire nouveau qui a été voté par l'État, qui s'appelle le RIFSEP. RIFSEP. J'ai bien dit, hein? Bon. Alors, vous savez peut-être, ou vous ne savez pas, qu'aujourd'hui, les agents des collectivités, d'une façon générale, et c'était le cas des agents de l'État, avaient une rémunération de base, et puis après, il y avait toute une panoplie de primes qu'on peut lister, mais qui ne sont pas limitatives. Indemnité d'administration de technicité, IAT, indemnité d'exercice de mission de préfecture, IEMP, l'indemnité spécifique de service, l'ISS, les primes de rendement, PSR, les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, IFTS, etc.
Et donc l'État a décidé, donc c'est une loi qui a été adoptée le 20 mai 2014, donc ça commence à être ancien, et avec un côté transposable aux fonctionnaires territoriaux, a décidé de rassembler tout ça de façon à éviter cet éparpillement. Et donc de créer un RIF7, c'est-à-dire il y a le salaire de base, bien évidemment, et il y a une prime qui se décompose en 2 volets. Une première qui est liée aux fonctions, aux suggestions et à l'expertise, et qui reprend toutes les primes que je vous ai citées, donc avec des montants maximum et des montants maximum, selon les grades et selon les postes. Et deuxièmement, un complément indemnitaire qui tient compte, lui, de l'engagement professionnel et de la manière de servir, qui s'appelle le CIA, et qui, elle, est une prime variable. Et donc, il faut que notre conseil municipal délibère sur la mise en place de ce RIP7 dans sa partie fixe, donc l'IFSE, et dans sa partie variable, le CIA. De façon à donner plus d'explications, on précise que 11 groupes sont créés, donc les agents qui sont en catégorie A, catégorie les plus élevées, il y a 4 groupes, 3 groupes pour la catégorie B et 4 groupes pour la catégorie C. Voilà, et donc il y a un tableau, ce n'est pas nous qui l'avons établi, vous le supposez bien, qui permet de fixer les montants maximum annuels dans chacune de ces catégories et dans chacun de ces groupes qui peuvent être versés aux agents. Bien évidemment, l'historique des primes actuelles sera repris, additionné et cumulativement de façon à faire l'IFCE. Et nous votons aujourd'hui également la mise en place du CIA, mais les montants seront définis ultérieurement en fonction des objectifs que nous pourrons assigner aux agents. Donc à partir de la mise en place du RIF7, les agents percevront à l'euro près, au centime près, exactement le même salaire qu'ils avaient précédemment. Sauf qu'il n'y aura plus de cette dichotomie de X prime, mais simplement une seule prime IFCE. Voilà le cœur du sujet. Nous ne sommes pas la première commune à nous pencher sur le sujet. Et quand je dis ça, c'est bien qu'on le fasse maintenant, pour que ça rentre en application, je dirais rapidement, d'autant plus que au 1er janvier, comme vous le savez, on est amené à mettre en place la retenue à la source. Y a-t-il des questions? Oui, sur Paul. Bon, le sujet étant complexe, j'avais plusieurs questions, mais vous avez déjà répondu en partie à mes interrogations. Donc si j'ai bien compris, les anciennes primes supprimées vont être intégrées dans l'IFCE, SE, et les agents auront les mêmes niveaux de rémunération sur cette prime-là. Bon, donc ça, on n'en parle plus, c'est juste une question formelle, a priori. En ce qui concerne la deuxième partie du régime indemnitaire, le CIA, le complément indemnitaire annuel, en lisant votre exposé des motifs, j'ai compris, mais je me trompe peut-être, que vous intégriez cette partie CIA qui est un caractère, contrairement à la première, qui a un caractère facultatif, il me semble. Que vous l'intégriez par... je termine ma question. Oui, je vous en prie. Par principe, pour satisfaire au futur contrôle de légalité qui sera effectué par la préfecture. C'est-à-dire que, a priori, vous êtes obligé de délibérer sur ce sujet. Par contre, derrière, ma question est de savoir si vous allez effectivement le mettre en place et à quel terme, et est-ce que tous les agents seront concernés par cette partie-là. Parce qu'il faut savoir que cette partie-là, elle est quand même fondée sur des principes de rémunération au mérite, bon, on peut l'appeler d'une autre manière, et que effectivement les critères d'appréciation dans ce cas-là sont beaucoup plus difficiles à établir. Donc sur cette partie-là, est-ce que vous votez cette délibération par principe sans avoir l'intention de la mettre en œuvre derrière, ou est-ce que vous pensez la mettre en œuvre et de quelle façon dans les temps qui viennent? Je pense que ça sera très intéressant de pouvoir la mettre en œuvre de façon à ce que les agents puissent d'abord bien connaître, je dirais, leurs objectifs et qu'il puisse y avoir une motivation à les réaliser. Donc,
Alors, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de montant, hein, donc, puisqu'aujourd'hui, on est simplement sur le principe, mais ayant mis ceci, je dirais, ce principe, l'ayant établi, ben, ça nous permettra de pouvoir le développer dans le futur. Mais je n'ai pas de date ni de délai. Merci de votre réponse. Puisqu'on est dans le cas du régime indemnitaire, il existe... bon, certaines primes ne rentrent pas dans ce cadre-là, ils vont demeurer. Elles sont citées aussi dans la présentation écrite, en tout cas. Par contre, qu'est-ce qu'il adviendra de la prime qu'on appelait prime de fin d'année, qui est spécifique à la mairie du Thor? Elle sera inclue, hein, je dirais de la même façon, donc, puisqu'aujourd'hui elle est légale, donc cette prime a été établie avant l'année, je ne sais plus combien, bon, donc elle sera inclue dans l'IFCE, voilà, donc il n'y a pas de souci particulier. J'ai oublié tout à l'heure de dire que tous les agents sont concernés, sauf les agents de la police municipale, qui obéissent à un autre régime, qui ont le droit à des primes particulières dues à leur service, et donc qui, à aujourd'hui, ne sont pas concernés par la mise en application du RIP7. Donc il y aura certainement des modifications ultérieures, mais eux ne sont pas touchés. Donc je vous propose d'en délibérer et de décider donc la mise en place du RIP7 au 1er octobre prochain, comprenant deux parts, l'indemnité de fonction, l'IFCE, et le complément indemnitaire, le CIA, tel que ceci vous a été expliqué. Donc je ne reprends pas l'ensemble, je dirais, du déroulé, je pense que vous l'avez bien en mémoire, mais ça fait partie intégrante de la délibération. Dit que la présente délibération abroge les dispositions prévues par les délibérations antérieures sur l'IAT, sur l'IEMP, sur l'ISS, sur le PSR et sur l'IFTS. Donc ça les annule puisque tout ceci va être basculé dans l'IFCE. Et bien évidemment, dit que les crédits nécessaires ont bien été inscrits au budget puisque ça ne change pas par rapport aux coûts salariaux. Donc y a-t-il des oppositions ? Des abstentions. Donc merci, adopté à la majorité. Stéphane, si tu veux nous commenter la délibération création de postes vacataires pour l'espace jeunesse. Merci. Okay. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, comme chaque année, donc l'espace jeunesse a un besoin de vacataires pour pouvoir proposer aux jeunes de 12 à 17 ans des activités style atelier, comme on peut voir dans cette délibération. Donc je ne vais pas vous la reprendre totalement. Simplement, je vais vous citer la fin. Donc pour l'année scolaire 2018-2019, il est proposé aux jeunes fréquentant l'espace jeunesse Citibio une activité théâtre, initiation, improvisation et découverte des différentes techniques théâtrales. En raison de 2 interventions par semaine, il convient donc de créer 2 postes de vacataires intervenant chacun une fois par semaine. La durée de ces ateliers est fixée à 1h30, ça correspond à une vacation. La rémunération des intervenants est fixée quant à elle à 30 € la vacation. Donc je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions ? Donc je vous propose d'en délibérer, de mettre en place ces 2 ateliers théâtre pour l'espace jeunesse Citibio. On rappelle que c'est proposé les mardis et les jeudis et décider donc la création de 2 postes de vacataires avec un montant de 30 € pour une séance d'1h30. Et bien évidemment, dit que les crédits sont inscrits au budget. Y a-t-il des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité? Dans le même sens, pour l'espace jeunesse, création d'animateurs. Stéphane, merci. Oui, également sur la délibération qui suit, oui, effectivement, aussi bien sur l'espace jeunesse que sur le centre de loisirs Le Bourdis. Donc là, c'est la création de vacataires, mais aussi en renfort pour les vacances scolaires. Donc là, je vais citer le nombre d'animateurs employés au titre de l'accroissement temporaire d'activité déterminé en fonction du nombre d'enfants ou de jeunes inscrits aux activités proposées. Il convient donc de proposer la création de, point A, renfort occasionnel de personnel au centre de loisirs du Bourdis à l'espace jeunesse Citibio pour assurer l'encadrement des enfants lors des différentes activités de ces structures. Donc là, il y aura 8 postes d'animateurs ou d'aide à d'animateurs non titulaires au centre de loisirs, soit par précaution un poste de plus que l'année précédente, au regard de la constante augmentation des inscriptions sur les mercredis. Et pour l'espace jeunesse, un poste d'animateur ou aide animateur non titulaire.
Point B, pour les vacances d'automne du 22 octobre au 2 novembre 2018, 8 postes d'animateurs pour le centre de loisirs Le Bourdis et 2 postes d'animateurs ou aide-animateurs pour l'espace jeunesse. Point C, pour les vacances d'hiver du 11 au 22 février 2019, 8 postes d'animateurs ou aide-animateurs sur le centre de loisirs Le Bourdis et 2 postes d'animateurs ou d'animateurs non titulaires à l'espace jeunesse City Bio. Point D, les vacances de printemps du 8 au 19 avril 2019, 8 postes d'animateurs ou aide-animateurs au centre de loisirs Le Bourdis et 2 postes d'animateurs et aide-animateurs à l'espace jeunesse. Et point E, le dernier, vacances d'été, juillet-août 2019. Donc là, ça en est un peu plus nombreux. 15 postes d'animateurs ou aide-animateurs sur le centre de loisirs et 4 postes d'animateurs ou aide-animateurs sur l'espace jeunesse. Voilà, je vous ferai fi, je dirais, des modes de rémunération qui sont calculés en fonction des échelons et des grades. Merci, Stéphane. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose d'en délibérer et de décider la création de postes d'animateurs non titulaires donc sur l'espace jeunesse, tel que ceci vient de vous être présenté. Vous avez l'ensemble des dates qui sont donc bien précisées, de fixer la rémunération comme ceci a été, je dirais, précisé, les grades, etc. Et bien évidemment, dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice 2019, seront inscrits, pardon, au budget de l'exercice 2019. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc adoptées à l'unanimité? La délibération suivante, qui est une prise en compte, simplement, modification du tableau des effectifs théoriques du personnel communal. Donc, chaque fois qu'on fait des modifications par promotion, ou recrutement ou départ, nous devons le soumettre au conseil municipal. Donc, on précise qu'il convient de créer un poste d'attaché territorial suite au recrutement d'une directrice générale des services qui nous rejoint le 1er octobre prochain et de fermer donc le poste de DGS tel qu'il était inscrit dans les communes de 2000 à 10 000 habitants. Deuxièmement, de créer un poste d'adjoint administratif principal de première classe et de supprimer simultanément un poste de brigadier chef principal dans le cadre de la procédure de reclassement pour inaptitude d'un agent de police municipale qui a été reclassé dans une fonction administrative. De créer un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe et un poste d'adjoint technique principal de première classe pour accueillir le futur cuisinier. Le recrutement a lieu la semaine prochaine et on ne sait pas s'il va être première ou deuxième classe. Donc on préfère cadrer ceci en ayant les deux possibilités. Et de supprimer un poste de rédacteur territorial qui est resté vacant suite à un avancement sur le grade de rédacteur principal de deuxième classe. On rappelle que les effectifs pourvus au 1er mai étaient de 113, donc ils passeront à 111 suite au départ de 2 agents, que le nombre de postes théoriques, c'est-à-dire les postes qui sont ouverts, et lui passe à 117, et que la différence entre la théorique et les postes pourvus s'explique parce que certains d'entre eux sont provisoirement laissés vacants dans l'attente de recrutement, de nomination ou d'avancement. Donc aujourd'hui, l'effectif réel de la commune est de 111 postes occupés pour un poste théorique de 117. Y a-t-il des questions? Monsieur Ripoll. Par rapport à ce que vous venez de dire et concernant l'effectif de la police municipale, on passe sur l'effectif théorique de 10 à 9. Est-ce que ça veut dire que vous réduisez le nombre de policiers municipaux? Ou est-ce que vous souhaitez dans l'avenir recruter de nouveau un 10e policier? À ce moment-là, pourquoi vous avez fermé le poste? Non, il y a toujours eu que 9 employés municipaux. Lorsque nous sommes arrivés en 2014, dès la fin de l'année 2014, nous avons fait passer de 7 à 9, donc nous en avons recruté 2, et depuis, il y a toujours eu 9 employés municipaux. Alors, la vision entre le théorique et le réel, voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, il y a 9 postes et aujourd'hui, il y a 10 qui sont ouverts. Voilà. Donc, c'est pas la personne qui est reclassée qui permet d'enlever un poste. Non, mais c'est sur les titres. Hein, donc il y a 8 policiers municipaux actifs aujourd'hui, c'est ça? J'ai précisé. Avec la personne en reclassement, ça fait plus que 8. J'ai précisé. Vous avez engagé entre-temps? J'ai précisé qu'il fallait supprimer un poste de brigadier chef. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. J'ai précisé qu'il fallait supprimer un poste de brigadier chef principal
dans le cadre de la procédure de reclassement, ce qui a eu lieu. Donc la personne avait ce titre, donc elle est mutée dans un service administratif, voilà. Et donc on crée un poste d'adjoint administratif principal de première classe en contrepartie. Donc voilà ce qui a été fait. Et donc le poste de la personne qui est partie a été pourvu, mais par un autre grade. Mais je crois savoir que vous travaillez dans les ressources humaines et que vous avez une compétence sur les grades et tout ça, cher monsieur Ripoll. Donc, Oui, enfin, je travaille en parallèle avec tout ça et j'ai une voilà. connaissance. Je suis Donc, plutôt vous dans le avez milieu de la très bien formation, compris. mais effectivement. Très bien compris ce qui Non, se mais passe. ce qui est expliqué, c'est qu'une personne est en reclassement et que du coup, on passe d'un effectif théorique de 10 à 9, alors que a priori, ils étaient 10 jusqu'à présent, jusqu'au Non, reclassement. mais enfin, je viens de le dire, alors Bon, je le redis. Alors, j'ai du mal, effectivement. Voilà, ben, on vous va en avez rester du là. mal. Donc, vous avez 9 Ouais, je pense que policiers vous mieux municipaux en activité aujourd'hui. Très bien. Depuis fin de l'année 2015, il y a 9 employés à la police municipale, y compris le chef de la police municipale. Voilà. Avant, il y en avait 7, maintenant, il y en a 9. Peut-être qu'un jour, il y en aura 10 ou 12, hein, c'est possible. Hein. Aujourd'hui, il y en a 9. Donc voilà. Donc, oui, Madame Agogui. Voilà, moi je ne suis pas dans la partie, hein, et c'est assez nébuleux. Alors si Bruno ne comprend pas, je ne sais pas comment je vais pouvoir comprendre, mais il y a un directeur général des services, donc le poste va être fermé, on est d'accord, mais puisqu'il y a une DGS qui arrive, pourquoi on la met attachée alors qu'elle pourrait être directeur général des services et que c'est la même, c'est son job? Eh oui, l'administration, vous savez, de temps en temps je la critique, donc ne me mettez pas sur ce terrain parce que donc le poste, si vous voulez, de directeur général des services tel qu'il était occupé, celui-là, il est supprimé. Et nous recrutons, si vous voulez, un attaché principal, voilà, qui va avoir la mission de DGS. Mais donc, dans les catégories, c'est pas comme ça, il faut le préciser. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, bon. Mais parce que c'est pas comme ça que ça se fait. C'est pas comme ça que ça se fait, parce que le grade de l'ancien DGS était qu'il devait être dans cette catégorie-là. Le grade du nouveau DGS fait qu'il n'est pas dans cette catégorie-là. Et donc, il faut supprimer le premier pour créer le deuxième. Et oui, on n'est pas dans le privé, Madame Agogui. Il faut respecter ça, parce que sinon, on ne respecte pas la loi. C'est dommage, je suis d'accord avec vous. C'est compliqué, mais... Voilà. Donc, je vous propose d'en délibérer, ou de la prise en compte. Y a-t-il des oppositions? Abstenez-vous, comme ça vous ne prenez pas trop de risques. Voilà. Donc, merci bien. Je vous remercie. Stéphane revient aux manettes. Attribution des subventions d'action aux associations tauroises. Oui, effectivement, pour une très grande subvention, avec un montant élevé. Donc, effectivement, on est en l'espèce concernant une demande de la FCPE pour une... Le maire fait un rappel à l'ordre. Monsieur Mathieu. Oui, c'est vrai que c'est que pour 50 € pour un kakémono pour la FCPE, donc effectivement c'est pas très intéressant peut-être, mais bon, la FCPE en a besoin en tout cas, donc voilà. Donc c'est une subvention d'action, donc je pense que la dernière fois ça n'avait pas été écrit correctement, on est obligé de la repasser en conseil municipal, donc voilà, la FCPE demande 50 € pour pouvoir acheter un kakémono, pour pouvoir faire pas de la publicité, mais pour se présenter, je dirais, selon les forums ou autre, voilà. Donc je prie de bien vouloir la libérer. Merci. Je ne pense pas qu'il y ait de questions. Non. Merci. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est une subvention aux associations. Donc, Stéphane, tu as également la parole. Merci. Oui, merci. Celle-ci est quand même plus conséquente. Donc, ça concerne 2 associations. Donc, on est sur des subventions là de fonctionnement et pas d'action. Donc, la première, c'est pour le club de canoë-kayak. Demande une subvention de 4 500 €. Ça lui permettrait de développer son action de sensibilisation à l'environnement et notamment de la Sorgue. Pour rappel, cette association propose tout l'été des balades éco-pagaies, comme ils appellent, sur la Sorgue. Donc, ils ont permis à plus de 800 personnes de participer à cette découverte et ils ont été initiés par l'association. Donc c'est quelque chose de très intéressant pour la commune, mais aussi pour les habitants, mais pas que pour les habitants du Thor, quoi. Et la deuxième subvention, c'est l'OVT qui fait une demande de subvention de fonctionnement pour 250 € pour l'année. Voilà.
Merci, je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien. Donc, y a-t-il des questions sur ces deux? Oui, je vous en prie. C'est pas une question, mais dans l'exposé des motifs, là, je vois pas OVT football. On parle du canoë-kayak, mais pas de l'OVT football. Je me trompe? Je l'ai loupé. Et d'ailleurs, c'est quoi l'eau? C'est les vieux crampons. D'accord. C'est le foot. Hein. Mais non, c'est pas Des vieux crampons, quoi. C'est pas marqué dans l'exposé des motifs. C'est pas marqué, mais bon, c'est simplement la demande de subvention de fonctionnement forfaitaire de 250 € comme à chaque année, quoi. Voilà, donc on a exposé surtout pour le kayak parce que le montant était quand même beaucoup plus conséquent. Voilà. Mais c'est vrai, on aurait pu le marquer dans l'exposé des motifs. Ouais. Je l'ai remarqué tout à l'heure. Très bien, donc je vous propose d'en délibérer. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci pour eux. Et le dernier rapport, Jacques Nicolas, c'est le rapport annuel sur la qualité du service d'élimination des déchets ménagers. Tu as la parole. Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, tout à l'heure, merci. La communauté de communes Pays d'Essor, Mont du Vaucluse a la compétence des déchets depuis 2003. Conformément au Code général des collectivités territoriales, la communauté de communes a transmis à la commune le rapport annuel des déchets de l'année 2017 sur le prix et la qualité des services d'élimination des déchets ménagers. Ce rapport doit être présenté au conseil municipal avant le 31 décembre 2018. Je vais rapidement prendre ce que j'ai. Vous savez qu'il y a deux types de communes. Il y en a deux qui sont Le Thor et Châteauneuf-de-Gadagne qui sont reliés au Sidomra et les trois autres sont reliés au Cieux-Setom. Les performances les tonnages des collectes en contenant sacs, bagages et colonnes sont quasi stables. On va voir quelques tableaux après. Les performances des collectes sélectives restent supérieures à la moyenne départementale et nationale, 80 kg par habitant pour la communauté de communes, contre 56 kg au niveau départemental et 71 kg au niveau national. En 2017, c'est plus de 2748 tonnes de matériaux recyclables qui ont été collectés sélectivement sur le territoire intercommunal. Les tonnages accueillis en déchetterie sont en baisse, cette diminution de 5%. Cette diminution est apparue avec la mise en place du contrôle d'accès en 2016. Donc elle a déjà été effective en 2016 de manière plus significative. Et elle a, sur l'année 2017, elle est encore de 5%. L'année 2017 est marquée par un taux de couverture supérieur aux dépenses, grâce à une baisse des dépenses et une augmentation des recettes, une baisse des dépenses de 0,23% et une augmentation des recettes de 3,47%, qui est partagée entre des dotations spécifiques et des produits et l'augmentation de la taxe d'ordures ménagères. Le coût net par habitant du service en 2017 était de 140,97 € et en 2016, il était de 142,34 €, soit une baisse de 0,096%. Le coût par habitant était de 114,35, il est de 114,24. Et les dépenses par habitant sur l'ensemble du territoire représentent en 2017 29,49 € par personne et en 2016, ils représentaient 27,99 € par personne, soit une baisse quand même de 12,5%. Alors, les points marquants sur cette période sur la colonne du Thor, c'est que des colonnes à verre ont été rajoutées et le papier qui n'était pas collecté, qui était collecté avant uniquement dans les sacs jaunes, est maintenant collecté par des points d'apport volontaires. La quantité de flux papier déposé en colonne a ainsi triplé. Donc c'est ce qui prouve que l'installation de ces colonnes, qui est parfois décriée, a une vraie efficacité sur la qualité de service. Alors, si ça marche, ce petit truc, ça va être parfait. Attendez, j'ai un petit problème technique, mais je l'ai à chaque fois que j'utilise cette machine infernale. En haut, oui, mais en haut, il ne se passe rien. Voilà, j'ai un peu honte parce que c'est moi qui ai demandé de l'acheter, ce truc-là, je ne sais pas, moi, c'est rien. Le synthèse des tonnages sur le Thor Châteauneuf-de-Gadagne, je l'ai demandé qu'on le mette à part parce que vous voyez qu'entre 2015, 2016 et 2017, on a une baisse constante des ordures ménagères résiduelles.
Les ordures ménagères résiduelles, en fait, c'est tout ce qui n'est pas trié. C'est tout ce qu'on voudrait réduire au maximum parce que c'est ce qui est le plus pénalisant pour l'environnement. Les emballages papier ont... Excusez-moi, je ne vois pas très bien. Les emballages papier augmentent de 1,39%, le verre augmente de 6,84%, le carton aux colonnes augmente de 0,45%, les déchets des services techniques, eux, ont diminué, par contre, attendez, je dis pas de 4, ils ont diminué de 10, je sais pas quoi %, là. Et les textiles ont légèrement augmenté, ce qui veut dire que tous les postes qui concernent en fait du recyclage sont des postes en augmentation de façon beaucoup plus importante sur les deux communes du Thor et de Châteauneuf que sur l'ensemble de la communauté de communes. Vous pouvez passer au suivant. La population, en 2017, la population augmente de 1,46% et les déchets diminuent de 0,82%. Voilà, la répartition des déchets par nature en pourcentage. Vous avez donc, là je n'arrive pas bien à le lire, je ne sais pas si vous le lisez mieux. Vous avez les OMR, c'est les autres que j'ai essayé de dire. Les textiles 1%, les déchets des services techniques 10%, les cartons représentent, je n'arrive pas à le lire, 0%, parce qu'en fait c'est pas significatif. Le verre 7%, le papier 7%, et là c'est les emballages, c'est 9%. Vous pouvez passer au suivant, Sinada, merci. Alors la synthèse globale des tonnages de la communauté de communes, c'est ce qu'on a vu un peu précédemment, donc je le reprends dans le détail. Vous voyez que les OMR, elles, sur la communauté de communes, ont augmenté un petit peu, hein, alors que nous, ça diminue. Les emballages ont... Oui, alors les emballages papier, en fait, les emballages et les papiers sont mis séparément parce que depuis qu'on a mis les papiers en contenant à part, il faut cumuler les deux pour avoir la synthèse des deux. Donc vous voyez qu'on est en augmentation, le point d'apport volontaire est en augmentation, le verre des commerces, là c'est surtout, ça concerne essentiellement la commune de Lille et la commune de Fontaine. Il n'y a pas de récupération de verre ailleurs. C'est en légère baisse par contre. Les cartons aux colonnes sont en baisse, les cartons du commerce sont en augmentation, les déchets des services techniques sont assez nettement en augmentation alors que chez nous ils diminuent. Et le marché de l'Île-sur-Sorbe, c'est un peu à part, est en augmentation. Les textiles sont en baisse, c'est-à-dire qu'en fait, c'était juste pour vous montrer qu'on est plutôt mieux que nos voisins. Voilà, c'est simplement un petit truc. Ça prouve que les Taurois, finalement, sont de meilleurs citoyens dans le tri. On passe au suivant. Voilà, alors là, vous avez la même... On ne va pas le reprendre, vous le regardez. Je vous signale que vous pouvez consulter, je ne vous l'ai pas dit ça, mais sur le site de la communauté de communes, vous avez accès au rapport complet. Donc, vous pouvez rentrer dans le détail de toutes les explications. Voilà, et le dernier, la part des ordures ménagères résiduelles dans ces dernières années, vous voyez qu'elle était en 2013 de 77%, elle diminue chaque année un peu, et elle est arrivée là à 74,85%. Il faut que ça baisse encore davantage. Il y a un certain nombre de choses qui devront... Mais c'est déjà un petit signe de progression. Je crois que c'était... Voilà, les kilos ramenés à la personne, les OMR, on est passé de 300... On est à 334 kilos par habitant, alors qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est à 420 kg par habitant. Et par contre, on est un peu moins au niveau national, 288 kg au niveau national. Il y a des régions qui sont beaucoup plus en avance que nous sur ces domaines depuis longtemps, comme l'Alsace, par exemple, ou des régions comme ça. Les emballages et les papiers, donc on est à 36,5 kg par habitant contre 27 kg au PACA et 38 kg au niveau national. Donc là, on a presque rattrapé le niveau national. Et au verre, on est à 34 kg par habitant, alors qu'on est à 21 kg par habitant au PACA et 30 kg au niveau national. Voilà, je crois que c'est tout. Voilà, récapitulatif des tonnages dans les déchetteries intercommunales. Je ne vais pas reprendre les éléments un par un, mais sachez en fait que
tous les déchets ont pratiquement baissé depuis qu'on est passé au contrôle sélectif. C'est tous ces gens qui venaient, qui n'étaient souvent pas de la commune, qui étaient souvent des professionnels et qui représentaient un impact important sur les coûts. Et donc ça a été au début un petit peu décrié, les gens nous ont dit on n'aura pas assez de passages, on n'aura pas assez... En fait, tout ça, ça s'est bien résolu. Il n'y a pratiquement jamais, très peu de gens qui demandent des passages supplémentaires. Il y a une dizaine de personnes par an qui demandent pour une raison ou pour une autre, parce qu'il y a un déménagement important, des choses comme ça, des passages supplémentaires. Dans l'ensemble, tout tient dans cet environnement je ne sais plus, c'était 18 passages par an. Voilà. Et l'évolution des tonnages des déchetteries, donc on est passé de 13 200 tonnes à 10 955 tonnes. On note une baisse des tonnages de 17% pour une augmentation de population de 1,28%. Et la baisse des tonnages accueillis en déchetterie a permis une économie de transport et de traitement de 53 153 €, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Voilà. Il y en a encore. Ah, pardon. Bon, ça, c'est pas la peine de passer là, regardons dans le détail. Le coût net par habitant, en fait, est de 140,97 € par habitant. En 2016, il était de 142,34 € par habitant. Les tonnages de collecte et contenants en sacs, bacs et colonnes sont quasi stables, hors déchets des services techniques. La principale raison de l'augmentation des déchets des services techniques, au tort en particulier depuis que nous, on est en place ici, c'est qu'on ramasse beaucoup plus de choses qui n'étaient ramassées avant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un nettoyage qui est beaucoup plus fréquent des rues, donc on a beaucoup plus de déchets. Par contre, on a certainement des efforts à faire sur la sélection des déchets au niveau des services techniques. Ce sera un point d'amélioration des prochaines années. La performance des collectes sélectives reste supérieure à la moyenne départementale et nationale, on l'a déjà vu. Les tonnages accueillis en déchetterie sont en baisse. L'année 2017 est marquée par un taux de couverture supérieur des dépenses, on l'a déjà dit aussi. Il reste encore un transparent, c'est Nana ou pas? Non, c'est bon. Donc, il faut simplement que vous preniez en compte ce rapport. On ne vote pas, on le prend simplement en compte. Y a-t-il des questions? Oui. C'est juste par rapport au volume en baisse de 5% sur la déchetterie. J'imagine qu'on attend mieux que moins 5% dû au fait que les gens qui ne sont pas de la commune vont y aller. Quel était l'objectif en fait? On est à moins 5% par rapport à l'année 2017. Oui. Et l'année 2017, on n'avait joué que sur 6 mois. C'est moins 30%. Oui. Le chiffre, si vous voulez, si on compare avant la mise en place des cartes et après, c'est moins 30%. Mais comme ça a été à cheval sur une année... Donc ça a démarré en juin 2016. Ouais. Donc sur la première année, si vous voulez, l'effet ne s'est fait sortir que sur la moitié de l'année. Et là, l'effet est l'effet de 2017 par rapport à 2016, qui était déjà en baisse. Mais en fait, on ne pouvait pas mesurer à l'avance ce que ça représentait. Ça a été très, très spectaculaire au départ. Ça a permis surtout d'avoir une démarche absolument très rationnelle, c'est-à-dire de chasser en particulier les entreprises qui venaient de manière intempestive jeter leurs déchets chez nous. Ça a créé au début une augmentation des dépôts sauvages, mais pas tellement finalement. Les dépôts sauvages qui restent, c'est souvent des dépôts sauvages qui sont malheureusement en ville, qui sont des gens qui en fait considèrent que la poubelle, c'est bien pour jeter tout ce qu'ils ont chez eux. Mais par contre, il n'y a pas eu une très grande augmentation des dépôts sauvages à l'extérieur de la ville. Voilà. Très bien. Donc il faut effectivement en prendre acte. On n'a pas à voter puisque c'est un rapport. Donc je propose que nous en prenions acte. Très bien. Alors, avant de passer à la question orale, je voulais remercier. Vous savez que ce week-end, nous avons eu une manifestation importante organisée par la commune sur les journées du patrimoine. Je pense que nous avons tenu le challenge de quelque chose de très qualitatif et très proche, je dirais, des Taurois. Et la participation et les échos que nous avons reçus sont effectivement très positifs. Donc je voulais remercier deux élus qui ont été à cheville ouvrière, donc Florence Andrzejewski et Laurent Rémy,
et qui ont été les concepteurs et les porteurs de cette manifestation, mais il y a eu aussi tous ceux qui ont été des opérationnels, donc Jean-François Leclerc, Thierry, Chantal, voilà, qui ont été présents sur le terrain. Donc je voulais vous remercier très chaleureusement au nom du conseil municipal pour ce que vous avez fait. Voilà. Donc nous passons à la question orale. Donc je vous en prie, madame. Oui, alors la question c'est, monsieur le maire, donc au vu de la récente décision du tribunal administratif de Toulouse au sujet de l'arrêté municipal de Blagnac, et au nom des Taurois qui se sont manifestés lors de notre pétition organisée en avril dernier, nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir prendre un arrêté réglementant l'installation des compteurs électriques Linky, mais aussi Gaspard et autres compteurs d'eau communicants, en confirmant la possibilité pour les Taurois d'en refuser l'installation. Je vous remercie. Très bien. Alors, je vois tout d'abord que, en matière de compteur Linky, le fonctionnement de votre groupe est en courant continu et pas en courant alternatif, puisque ça fait la 4e fois que nous traitons de ce sujet. Bon. Je voulais rajouter que l'examen un peu approfondi du délibéré du tribunal administratif, daté du 10 septembre dernier, est intéressant, cet examen, et que s'il avait pu être réalisé par vos soins, et non pas par une seule lecture des commentaires journalistiques, qui ne retiennent que ce qui se vend, ceci vous aurait peut-être évité de poser la question. Premier commentaire. Non, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas autorisé une commune à interdire ou à réglementer la pose de compteurs Linky, comme semble indiquer votre question. Donc je l'affirme. Tout d'abord, le tribunal a été saisi en référé par Enedis, qui sollicitait de pouvoir continuer à installer les compteurs Linky. Le tribunal s'est donc prononcé en conséquence et pas sur le fond du dossier. Le tribunal précise tout d'abord qu'il suspend les articles 1 et 2 de l'arrêté du maire de Blagnac dans l'attente d'une décision sur le fond. Ces articles de l'arrêté municipal avaient pour but d'empêcher Enedis de poser ses compteurs. Il rappelle que le maire, c'est le tribunal, il rappelle que le maire n'est pas compétent pour édicter ces dispositions d'interdiction et n'a pas autorité à refuser ce qui a été édicté par la loi. La conclusion, c'est que la société Enedis est donc légitimée pour son intervention. Et donc, on peut penser qu'après, il y aura une décision sur le fond, mais nous verrons bien si le tribunal est saisi sur le fond et s'il y a une décision. Ensuite, le tribunal valide l'article 3 de l'arrêté du maire de Blagnac, qui ne faisait qu'un simple rappel du droit, à savoir que toute personne peut interdire l'entrée dans son domicile à quiconque au nom du respect du droit de propriété. Dans le cas où un usager refuserait l'accès à son domicile, les agents d'Enedis n'auraient pas le droit de forcer la porte du logement. Il s'agit là, comme le rappelle le tribunal, d'un simple rappel du droit existant. Faut-il que nous prenions un arrêté pour rappeler le droit existant ? Moi, personnellement, je ne le pense pas. On peut ajouter que si le compteur est installé à l'extérieur, rien n'empêche Enedis d'intervenir. Ou, si le compteur est placé à l'intérieur, rien n'empêche non plus Enedis de l'installer à l'extérieur du logement. C'est son droit. Voilà ma réponse. Je voulais juste vous dire également, de façon un peu complémentaire, que les questions orales doivent être posées le jeudi précédent le conseil municipal, afin que nous ayons le temps de pouvoir y répondre complètement. Donc je souhaite que pour l'avenir, ce délai soit respecté. Je vous remercie de votre attention. Je prends des 5 minutes, il y a des choses qui n'ont pas l'air du tout. Le prix à la tonne. Avec Jacques, parce que je peux regarder ça. C'est n'importe quoi, mais il y a une pognon qui se... Je sais pas. Si je l'ai compris,
Merci à tous d'être présents, merci à la presse, merci au public. Donc bonne rentrée puisque c'est le conseil municipal de rentrée après les vacances. Et j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. Tu peux te mettre là, enlève-la la chaise, enlève-la. Donc je demande à Christiane David de bien vouloir faire l'appel. Je te remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, oui, je range un peu les pouvoirs parce qu'il y en a beaucoup. Donc, je les cherche pas. Yves Baillon de Noyer. Marie-Hélène Billel donne pouvoir à Hélène Mérigot. Par contre, j'ai pas de stylo. Oui, mais j'ai pas de stylo. Merci. Ok. Laurent Bresson. Hélène Mérigot. Stéphane Mathieu. Présent. Eliane Gomez. Christian Royer est représenté par Jacques Nicolas. Christiane David Mathieu présente. Patrick Gay. Présent. Olivier Louis. Jean-François Leclerc. Présent. Roland Tavernari. Françoise Fortuné, représentée par Florence Lecomte. Jacques Nicolas. Voilà. Thierry Blanès. Patrick Villon, représenté par Laurent Bresson. Chantal Vedel. Florence Lecomte. Lionel Gomez. Florence Andrzejewski. Elisabeth Pereira, représentée par Thierry Blanès. Laurent Rémy. Sylvie Bourdelin. Estelle Géner. Marine Bouillin, représentée par Stéphane Mathieu. Bruno Ripoll. Il va arriver. Je sais pas. Il arrive. Donc, bon, Véronique Agoguet-Fernaillon. Neza El Amlili. Et Pierre Claire, qui n'est pas là. Donc Bruno Ripoll, présent. Voilà. Très bien, merci pour cet appel. Nous démarrons donc notre conseil. Nous avons 17 délibérations aujourd'hui. Premier traite de compte-rendu de la séance du conseil municipal précédent qui avait lieu le 26 juin dernier. Avez-vous des commentaires ? Donc pas de commentaires, je soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 3 abstentions. Donc adopté à la majorité. Je vous remercie. Communication des décisions du maire. Elles sont nombreuses puisque nous avons 2 mois et un peu plus écoulés depuis le dernier conseil. Donc c'est 28 décisions du maire. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Il y a des questions? Courage, allez-y. Comment? Allez-y, je vous en prie. Déjà, je voulais juste vous indiquer, hier... on est... Fermez l'autre micro, parce que voilà, sinon ça se percute. Oui. Merci. En préambule, je voulais juste vous indiquer qu'hier, on était en salle de Rouge-Garance, là, sur l'espace des Moulins, et on a entendu quelque chose de tomber sur la toiture, quelque chose de très violent. On a couru à l'extérieur, on s'est précipité dehors parce qu'on croyait que le bâtiment s'écroulait. Donc, je ne sais pas, je voulais le signaler à l'eau, monsieur le maire, mais bon, puisque tout le monde est là, voilà. Hier, on était en réunion à la salle des Moulins. Hier soir? Oui, hier soir, et il y a quelque chose qui nous est tombé sur la tête, voilà. Donc, je ne sais pas si... Bon, si vous voulez, sur le principe, il vaut mieux communiquer immédiatement, Oui. et dès le lendemain matin. Oui, évidemment. Non, mais parce que, bon, c'est dangereux ou pas, j'en sais rien, si vous voulez. Hein, bon. Est-ce que, en plus, si c'est un ovni, il faut peut-être qu'on prévienne la préfecture, voilà, donc... non, mais plaisanterie mise à part, il vaut mieux, quand on a ce type de constat, qu'on soit d'ailleurs élu ou pas élu, mais si élu a fortiori, on est responsable, on appelle immédiatement, ou dès le lendemain, en laissant un message, attention, voilà. Alors, on prend l'information, Jacques Nicolas ira s'assurer de ce qui s'est passé, et voilà. D'accord. J'ai des questions quand même. Hein. Je vous en prie. J'ai des questions.
Oui, ça concerne le marché de services. Alors, la décision 2018-060, le contrat de maintenance de l'ascenseur situé dans le bâtiment abritant les bureaux annexes de la mairie, la gratuité, elle court à partir de quand? C'est le contrat de maintenance. C'est une précision, c'est tout. Parce que là, on a le tarif annuel, mais on ne sait pas la date de prise d'effet et à partir de quand la gratuité commence. La date de prise d'effet, c'est le mois de juin, Donc, vous savez qu'on paye pour 3 mois, c'est ça? le 21 juin, donc 3 mois qui sont gratuits et après on Et paye. 3 mois payants, Voilà. donc Voilà. au prorata des 1000 et quelques, c'est Voilà. ça? Je voulais savoir. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait les échafaudages sur... ça concerne la décision 2018-068. Je voulais savoir jusqu'à quand il y aurait les échafaudages sur la passerelle qui est en réfection. Oui, quelle est la question? Oui, jusqu'à quand il y aura l'échafaudage sur la passerelle? Alors, la durée des travaux initialement prévus est de 6 semaines. Il se trouve qu'en découvrant la passerelle, on a identifié qu'il y avait des longerons qui étaient abîmés par de la corrosion, de l'urine de chien d'une part, et puis peut-être du sel qui a été mis pour lutter contre la neige. Et donc, il y a des longerons qui devront être changés et on craint que ça puisse prolonger un petit peu cette fermeture. Voilà. Mais il était temps de faire cette réflexion. Une dernière question concernant la vidéosurveillance. Vous avez des statistiques qui ont permis de valider l'installation de nouvelles... qui ont prouvé l'efficacité de la vidéoprotection et qui vous permettent de continuer l'opération? Vous avez fait un bilan? Bon, Laurent Bresson peut s'exprimer sur ce sujet-là, mais bien évidemment... Donc on n'a pas forcément besoin de statistiques pour pouvoir poursuivre le programme qui était déjà déclaré en préfecture. Donc on a simplement complété les programmes initiaux qui étaient prévus, voilà, avec des déclarations qui vont au fil des installations. Voilà. Le premier point, première délibération, traite d'une modification budgétaire. Donc Patrick Guay a la parole. Merci. Si on peut lui passer le micro. Oui, tu peux tirer un peu, Lionel et Estelle. Estelle, tu fais pousser ton micro. Merci. Car c'est un jeu de chaises musicales. Voilà. Merci. Merci. Donc, il s'agit de la délibération modificative numéro 2. Le Conseil municipal a adopté le 30 janvier 2018 le budget primitif principal. Suite à l'adoption des taux sur les taxes directes locales, communales et à la notification des bases, une première décision modificative a été adoptée début mai, afin de modifier le produit fiscal attendu. Puis, dans sa séance du 29 mai, le Conseil municipal a adopté le budget supplémentaire 2018, reprenant les résultats de 2017 et les restes à réaliser. Or, aujourd'hui, au vu de l'avancée des différents projets, il s'avère nécessaire d'apporter quelques modifications au budget principal. Ces modifications touchent à la fois la section de fonctionnement et la section d'investissement. Alors, dans la section de fonctionnement, la modification ne porte que sur les dépenses. Il est nécessaire d'inscrire des dépenses de fonctionnement supplémentaires. Elles sont au nombre de 2. Il s'agit de la location de classes modulaires pour la réhabilitation de l'école des jardins, pour un montant de 44 500 €. Alors, cette inscription dans la section de fonctionnement, ces dépenses avaient été prévues, elles avaient été prévues en investissement, mais après discussion avec la trésorerie, ce type de dépenses ne peut être considéré comme de l'investissement, donc nous les repassons en fonctionnement. Enfin, la deuxième dépense, c'est 9 200 € d'admission en non-valeur. C'est des créances qui n'ont pas pu être recouvrées et qui sont considérées comme éteintes ou annulées. Et donc, nous en parlerons dans la prochaine délibération. Le total de ces dépenses, donc location de classe modulaire et admission en non-valeur, s'élève à 53 700 €. Elles seront financées par une diminution du virement à la section d'investissement. Voilà. Alors, maintenant, les dépenses qui touchent la section investissement, modification des dépenses d'investissement, il est nécessaire d'inscrire les dépenses supplémentaires suivantes. Alors, il y a toute une liste
concernant la voirie, concernant le chemin des Mourguettes, concernant l'étude de la médiathèque, la vidéoprotection. La commune souhaite acquérir aussi un terrain à proximité du centre-ville afin d'y aménager un nouveau parking. C'est la grosse dépense. Cet aménagement permettra d'améliorer les conditions de stationnement à proximité du pôle de service, école, mairie, maison de retraite,